à tous et à toutes dans ce premier atelier consacré à la modélisation. J'espère que ça ne sera pas le dernier. Celui-ci est un peu particulier parce que, on va dire, on va plonger dans l'atmosphère de ce que ça peut représenter. Alors, je ne sais pas exactement quel est votre feedback, votre connaissance, votre expérience, votre background en PNL. Il est clair qu'on ne va pas en 1h30 faire l'ensemble de ce que j'appelle le processus PNL. On va simplement, je dirais, aborder, une grosse partie, à savoir l'écoute et le décodage des patterns que nous allons détecter. Alors, moi, la modélisation, c'est ma passion depuis toujours, depuis que j'ai fait la PNL. C'est pour moi quelque chose qui est fondamental. Tout le monde le dit, mais peu le font. J'aime bien de raconter la métaphore. Je ne sais pas si vous avez connu cette pub pour les frites surgelées, je ne sais plus la marque, dans lequel on voit qu'il y a un gars qui parle, qui raconte des choses sur les frites, et pendant ce temps-là, l'autre à côté les mange, et pour finir, il mange tout. Et la conclusion, c'est les frites, je ne sais plus quoi, ceux qui en parlent, c'est ceux qui en mangent le moins. D'accord? Et je pense que dans la modélisation, on a un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, et en fait, quand on regarde vraiment qui en fait réellement, et que ce qu'on en fait véritablement, eh bien, c'est pas du tout évident de s'assurer qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on a... tout le monde est d'accord sur le fait que la PNL est née de la modélisation par Bandler et Grinder de 3 thérapeutes hors du commun, comme le disait le livre. En attendant, on ne sait pas ce qu'ils ont fait et on ne sait pas exactement comment ils ont fait pour modéliser. Alors, il y a énormément de légendes qui racontent, je vérifie qu'il n'y a personne, non, il y a énormément de légendes qui racontent un tas de choses, mais il faut savoir que une des personnes modélisées, Fritz Perls, était quelqu'un qui était déjà décédé au moment où ils ont commencé. Milton Erickson, ils ont fait le Milton Model, mais ils avaient déjà le métamodèle du langage. Quant à la troisième, Virginia Satir, là, on peut dire qu'ils ont véritablement fait un travail de modélisation au point tel que, en révélant le processus que Virginia Satir appliquait elle-même, elle est devenue soudain, pendant un temps, incapable de reproduire sa pratique, simplement parce que le fait que c'était revenu à sa conscience était devenu quelque chose de vraiment... Enfin, elle s'est carrément cataloguée, d'après ce qu'on m'a raconté, de manipulatrice ou d'influenceuse, et ça la rendait incapable de continuer à travailler de cette manière-là. Je trouvais que cette anecdote était assez exceptionnelle. Mais grosso modo, moi, je dirais, les ateliers PNL, pas sous cette forme-ci, mais je les fais quand même depuis plus de 20 ans, et je pense que j'ai quand même croisé des dizaines, voire des centaines de maîtres praticiens. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était des gens qui étaient formés dans des écoles PNL différentes. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point, je dirais, la dimension modélisation était à la fois mal comprise, source d'énormes ambiguïtés, où en fin de compte, tout est modélisation ou rien ne l'est. Et ce que je voyais surtout, c'est que, en fait, quelque part, c'est normal que, en tant que maître praticien, on ne soit pas, je dirais, féru de modélisation, tout simplement. Parce que maître praticien, ça veut dire la maîtrise de la pratique. Et la maîtrise de la pratique, ça n'inclut pas nécessairement la modélisation, qui pour moi est un niveau logique supérieur. Et c'est supérieur pas dans le sens que c'est mieux, c'est simplement un niveau logique, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la création des modèles plutôt que de l'application ou de l'utilisation ou de l'assemblage des modèles entre eux. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'assez évident. D'autre part, je pense que les programmes de praticiens et de maîtres praticiens sont déjà pas mal chargés, et si on veut véritablement amener les participants en formation à maîtriser les outils, à pouvoir les utiliser, les articuler, les appliquer dans le bon moment et pour les bonnes questions, ben, il y a déjà assez de taf à faire pour le faire. C'est pour ça que, à mon sens, et aussi peut-être aussi le facteur qui fait que moi je pense que beaucoup de formateurs ou un grand nombre de formateurs ne sont pas suffisamment à l'aise avec le processus de modélisation pour pouvoir la proposer d'une manière, je dirais, relaxe, détendue et confiante. Je pense que ça, c'est important. Et une troisième dimension qui me paraît également importante, c'est que la modélisation, il n'y a rien à faire, c'est pas sexy.
C'est-à-dire que les formations PNL, elles attirent beaucoup plus en proposant des solutions immédiates à des problèmes immédiats, c'est-à-dire une boîte à outils utilisable tous les jours, plutôt que quelque chose qui sert à construire des outils. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est regrettable, parce que pour moi, c'est justement quelque chose d'important, et c'est ce qui donne, je dirais, un certain degré d'autonomie quelque part. Puisque à partir du moment où le praticien, voire le maître praticien, devient capable de maîtriser sa pratique, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que maîtriser la modélisation, c'est un niveau supérieur qui permet de construire, de modéliser et donc d'établir des modèles, des procédés qui vont permettre de répondre à bien plus de questions que l'ensemble des outils dont on peut espérer avoir la maîtrise, d'une manière ou d'une autre. Ou sinon, on est parti pour une chasse au plus de plutôt qu'au mieux. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un outil pour ça, un outil pour ça, un outil pour ça, un outil pour ça. Alors, en ce qui me concerne, je suis maître Prat depuis, je ne sais pas, plus de 25 ans, je n'ai pas compté exactement. Et en ce qui me concerne, j'ai jamais cessé de m'intéresser à la modélisation. Pourquoi? Parce que, mon background. Deuxièmement, parce que je trouvais que c'était vraiment un processus qui était essentiel pour que la PNL prenne véritablement son sens. D'accord? Vraiment, ce que je dis, c'est le processus au cœur de la PNL, même si je regrette, et je ne suis pas le seul, parce que John Grinder lui-même, dans son bouquin Withering, Winds of Withering, je ne sais plus exactement le titre, disait que pour lui, la PNL était utilisée à un niveau logique en dessous de ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire uniquement dans l'application. Et c'est pas péjoratif, parce que je pense que la pratique PNL en soi, elle est riche, elle est intense, elle est nécessaire, et sans pratique, il n'y aurait pas de niveau logique supérieur, parce que pour avoir un niveau en dessous, il faut un niveau au-dessus, et inversement. C'est-à-dire que si les modèles que je développe, je ne les applique pas, ce ne sont pas des modèles, ce sont des théories ou ce sont des élucubrations de notre esprit. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça que très tôt, au début des années 2000, j'ai plutôt parlé de méta-PNL pour mettre l'accent sur la notion de niveau logique supérieur, pour pouvoir me dire, tiens, voilà, je vais me consacrer plus à la construction, au développement, à la modélisation, osons le dire, plutôt qu'à la pratique proprement dite, d'autant qu'à ce moment-là, je n'avais pas de pratique en tant que coach, en tant que thérapeute ou en tant que quoi que ce soit, uniquement, je dirais, dans ma sphère familiale ou professionnelle, etc. Alors, ce que je voulais aussi vous partager, c'est qu'effectivement, aussi, d'ailleurs c'est ça que j'oubliais de vous dire que j'ai eu la chance au début des années 2000 justement de beaucoup collaborer avec Monique Esser, qui est l'autrice de La PNL en perspective et qui s'est très fort spécialisée dans justement ces premières années, ce qui m'a donné l'occasion d'apprendre énormément d'anecdotes, énormément de petites histoires sur comment on fait réellement Bandler et Grinder pour inventer la PNL alors qu'ils ne disposaient pas des outils de la PNL. C'est normal. D'accord? Et ça, c'était pour moi quelque chose de très motivant parce que là, on est beaucoup plus dans une approche, je dirais, de l'ordre de l'intuitif et de la perception, de l'expérimentation, avec un tant soit peu de non-conformisme et même de provocation, et pas toujours très très éthique, manifestement. Mais donc, malgré tout, avec ça, ils ont quand même réussi à créer quelque chose qui a encore survécu bien au-delà de ce que, je pense, ils imaginaient à ce moment-là. Ce qui fait aussi que, suite à ce constat, en tout cas, c'est pour ça que je suis en train de travailler pour le moment à la mise en place d'une formation sur la modélisation. Pourquoi? Tout simplement parce que je continue à voir que la modélisation est mal enseignée, voire pas enseignée, ou en tout cas insuffisamment, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, mais surtout aussi parce que je pense qu'elle mérite nettement mieux et nettement plus. À côté de ça, c'est pourquoi ça m'intéresse, mais tout simplement parce que c'est aussi mon métier. Quelque part, je suis ingénieur de formation, je suis informaticien, et pendant plus de 10 ans, je me suis consacré à la modélisation de ce qu'on appelle les business process ou processus métier, c'est-à-dire identifier les structures des
des processus, des fonctions, des fonctionnalités, des rôles qui sont à l'œuvre dans les organisations et qui permettent éventuellement soit de les informatiser, soit de les optimaliser, soit de voir où le bas blesse, où il y a des problèmes et où il y a des pistes d'amélioration. Et quelque part, avec le temps, je me dis c'est quand même un peu dommage d'avoir accumulé cette expérience professionnelle, d'avoir cette passion de la modélisation. Et donc, là, pour le moment, je me suis dit, tiens, mais voilà, même si c'est pas un sujet sexy, attractif, malgré tout, j'ai quand même envie de partager ça. Alors, la question, c'est, oui, mais de quoi est-ce qu'on parle exactement? Alors, on peut distinguer quelque part ce qu'on peut appeler la modélisation PNL, c'est-à-dire la modélisation. Pour être en grande ligne, en fait, c'est le modèle que David Gordon propose avec ce fameux tube où il y a les croyances, les stratégies, les comportements. En fait, c'est un peu les niveaux logiques qui sont articulés d'une autre manière. Mais c'est donc un modèle assez pratique, pragmatique, mais à mon sens, un peu trop pédagogique. Et c'est bien, parce que c'est là qu'on l'apprend, et donc c'est bien d'avoir quelque chose de pédagogique au moment où on l'apprend. Mais si on ne se débarrasse pas de ce modèle parce qu'il est hyper simpliste, on n'arrive pas à faire des modélisations qui en valent la peine. Et c'est quoi une modélisation qui en vaut la peine? C'est une modélisation que je vais utiliser dans la réalité pour concevoir des modèles nouveaux, c'est-à-dire qui n'existaient pas avant, et pas simplement l'assemblage de modèles existants, ce qui en soi est déjà une bonne chose, mais plutôt d'inventer vraiment des modèles qui n'existaient pas à partir de l'observation des patterns qu'on a repérés dans l'expérience ou dans la compétence de la personne qui est modélisée. Et j'ai voulu aller plus loin par rapport à ça. Et c'est pour ça que je me suis mis le défi de faire cette modélisation, d'appliquer la modélisation pour voir si ça tenait la route à ma propre pratique qui n'avait rien à voir avec la PNL, c'est-à-dire l'aïkido, approche corporelle pour laquelle la PNL n'offre aucun outil, aucun modèle. Et pour arriver quand même à me mettre le défi de développer des modèles qui tiennent la route et qui permettent de reproduire pas l'aïkido, parce que l'aïkido c'est quelque chose de connu, mais plutôt le bénéfice que les personnes qui pratiquent l'aïkido peuvent bénéficier dans leur vie de tous les jours à partir des enseignements que l'aïkido leur approche et leur apporte, et pour éviter qu'ils doivent passer 30 années sur un tatami pour le faire. Et ça a bien fonctionné puisque ça va donner lieu pour moi, en ce qui me concerne, à la création de ce que j'appelle l'aïkikom, donc l'aïkido communication, qui est en fait la modélisation des bénéfices de l'aïkido sur le comportement en termes de communication principalement, mais communication au sens très général du terme. Et ça fonctionne bien puisque bon, ça a été quand même mon métier ces 10 dernières années où j'ai proposé ça aussi bien aux particuliers qu'aux coachs, thérapeutes et qu'en entreprise. Et je vois chaque jour que le modèle se confirme chez des personnes qui n'ont jamais mis un pied sur un tatami. Et ça, c'est particulièrement intéressant. J'ajoute à ça là, plus la dimension éthique, mais bon, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, par rapport à cette modélisation, je me suis dit, voilà, il y a la modélisation au sens PNL du terme, mais la modélisation, c'est bien plus large que cela. Si vous avez un tant soit peu d'expérience, vous savez très bien qu'il y a autre chose que simplement identifier les stratégies, les croyances, les comportements, les capacités, etc., etc. Il y a différentes formes de modélisation. Déjà, j'ai parlé de la modélisation au sein des organisations. C'est déjà pas exactement la même chose que si on modélise la compétence d'un individu. Mais malgré tout, on peut aussi modéliser un individu à partir d'une absence de modèle, même si c'est très difficile. Le problème, c'est que nous avons tous, et certainement avec la PNL, un certain nombre de ce que j'appelle des grilles de décodage. Ces grilles de décodage nous aident à repérer plus rapidement les modèles quand nous les distinguons, et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais il y a un défaut, c'est que ça génère une tâche aveugle, c'est-à-dire que nous sommes plutôt amenés à ne pas voir ce qui ne correspond pas au modèle que nous connaissons. Et ça, c'est un énorme problème si on veut une véritable modélisation innovante et créatrice. D'accord ? Ça me semble particulièrement important. C'est pour ça que dans ma construction de cette compétence qu'on appelle modélisation, je distingue deux phases principales, en fait trois. Aujourd'hui, on va aborder les deux premières. La première phase, c'est ce que j'appelle le patterning. C'est l'identification, repérer l'émergence ou l'apparition, ou appelez ça comme vous voulez,
de patterns, de schémas qui sont présents partout dans la nature en général. Je vous invite à lire Gregory Bateson pour ça, mais en particulier, bien sûr, dans la compétence que nous sommes en train de modéliser. Donc ces patterns sont là. Quelle forme ont-ils? Eh bien, ça, c'est à vous à le découvrir. Et il y a différents niveaux et il y a différentes caractéristiques. Il y a des patterns fondamentaux, par exemple la symétrie, par exemple la complémentarité. Donc il y en a comme ça une foultitude d'autres qui peuvent nous aider à identifier qu'est-ce qui fait l'essentiel de la compétence et qui lui donne sa qualité intrinsèque. À partir du moment où on a ça c'est la partie, je dirais, intuitive, ouverture, esprit sans a priori, réceptivité la plus grande, la plus vaste possible. Ensuite, on passe à la phase 2, c'est la phase de la modélisation proprement dite. Moi, je dis modeling pour faire une distinction entre modélisation globale et cette phase. Et la phase de modeling, c'est véritablement une phase créatrice. Là, vous allez être l'architecte, vous allez être l'artiste qui va construire le modèle sur base des patterns qui sont en fait vos briques, vos éléments de base, les éléments sources, les éléments racines, appelez ça comme vous voulez. Et on va construire, et là, vous allez injecter une part de votre art, de votre personnalité, et c'est en fait quelque part, j'en discutais encore ce matin avec Yann Arduy, qui a aussi organisé des formations à la modélisation, une part de vous-même que vous allez injecter dans le modèle. En fait, c'est une prise de risque. Définir un modèle, construire un modèle, c'est une prise de risque parce que c'est vous qui amenez ce que vous avez repéré. Ce que vous avez repéré était déjà là. Il vous revient d'en extraire l'essentiel pour faire quelque chose d'unique et de préférence transférable. Parce que c'est ça la condition de base. C'est que un modèle, c'est en fait une représentation simplifiée d'une compétence qui la plupart du temps est complexe. Vous en arrivez à un modèle simplifié avec une intention de pouvoir transférer la compétence de la personne A, la personne modélisée, à la personne B. C'est donc la troisième phase de la modélisation. 1. Patterning, identifier les patterns. 2. Modélisation, construction du modèle. 3. Le procédé de transfert qui va permettre d'installer, entre guillemets, la compétence sur base du modèle chez une autre personne qui ne l'a pas et qui souhaite l'acquérir. C'est 3 phases. Aujourd'hui, on ne va bien sûr pas faire tout parce que ce n'est pas possible. On va s'occuper simplement des 2 premières phases, c'est-à-dire la phase du patterning. Et la deuxième chose, on va élaborer les premiers éléments de ce que nous avons repéré en termes de structure d'un modèle potentiel relatif à la compétence dont on va s'occuper aujourd'hui, à savoir arrêter de fumer. Et je sais, c'est une phrase exprimée de manière négative, mais on se comprend, mais on gagne du temps. Et on va en plus ajouter une restriction supplémentaire, à savoir, je n'attends pas dans l'exercice qu'on va faire aujourd'hui qu'on véritablement soit un écran blanc complet et intégral. On va se contenter là pour le moment, modestement, parce que le temps est compté, etc. Et je ne connais pas le niveau de chacun par rapport à la modélisation. Simplement d'identifier les patterns qui correspondent aux techniques que nous connaissons déjà, aux modèles que nous connaissons déjà, et bien sûr qui sont au sein de la PNL, bien sûr. Même si vous en avez d'autres, pourquoi pas. Alors pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir invité Sophia qui est là quelque part. Sophia, c'est Sophie, mais en hongrois. Et qui m'avait... Je ne sais pas où je ne te vois pas, Sophia. Il y a 2 pages, oui, c'est pour ça. Je vais essayer d'agrandir mon écran. Bon, voilà, qui m'a déjà fait le récit une fois et j'ai dit « Waouh, ça c'est exactement... la compétence idéale qui va pouvoir, je dirais, nous aider à mettre le pied à l'étrier. » Alors, de nouveau, c'est typique d'une modélisation. On va partir de l'histoire personnelle d'une personne et il va falloir arriver à quelque chose qui soit suffisamment généralisable. Ça, c'est le travail de la modélisation en tant que tel.
Ce que je demande à Sophia, c'est simplement de nous raconter son histoire, son expérience, sans chercher à trouver des structures et des choses pareilles. Ce n'est pas du tout ni l'objectif. En plus, je ne pense pas que tu aies une formation à la PNL, donc c'est encore plus facile pour toi. Donc simplement, on va commencer comme ça. Je regarde l'heure, oui, c'est très bien. On va commencer par écouter Sophia qui va nous raconter tout ce qui évoque pour elle le fait d'avoir mis en place cette stratégie pour arrêter de fumer. Ensuite, peut-être que je compléterai ou je questionnerai pour faire avancer le fil du discours en fonction de ce qui va se passer, mais bon, a priori, c'est pas le but. Deuxième phase supplémentaire, on va passer à synthèse, échange, questions-réponses. Donc, ce que je vous demande, c'est d'écouter, de prendre des notes, identifier, laisser venir à vous l'ensemble des petits concepts que vous allez entendre quelque part, de les reconnaître, de les noter, éventuellement de poser des questions pour vérifier, d'accord? Et si vous êtes à l'aise avec ce procédé, je vous demande en plus d'être attentif à votre processus interne pendant que vous le faites. Est-ce que vous vendez vos propres modèles ou est-ce que vous essayez honnêtement de reconnaître, d'entendre, de détecter ce qui se passe chez l'autre, à savoir chez Sophia? Ça va? Donc si vous avez l'occasion de faire ce double processus, c'est bien, c'est 2 pour le prix d'un. D'accord? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Avant qu'on ne commence, est-ce qu'il y a une question? Christian, à propos de la modélisation, tu viens de parler de la première phase qui est du patterning, de repérer des patterns, et je voudrais comprendre ce que tu entends par pattern. Est-ce que c'est quelque chose qui inclut les métaprogrammes en plus grand? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris? Non, les trois à la fois. D'accord. Non, en fait, ce que j'entends par pattern, c'est toute structure. Ça peut être une simple répétition, ça peut être une différence, ça peut être... Alors, bien sûr, ça peut être aussi élaboré comme métaprogramme. Et ici, dans ce cas-ci, c'est ce que je vous ai dit, on se limite à effectivement reconnaître les patterns qu'on nous enseigne dans la PNL. D'accord? Donc, si vous entendez des métaprogrammes, bienvenue. Si vous entendez une représentation visuelle, bienvenue. D'accord? Donc là, j'ai dit pour se limiter, parce que sinon, on n'y arrivera pas aujourd'hui. On va se limiter effectivement aux patterns, aux schémas, aux modèles, aux grilles, appelle ça comme tu veux, qui appartiennent plus spécifiquement à la PNL. D'accord? Mais en temps normal, jamais je ferai ça. D'accord? Je le fais quand j'ai cette opportunité-là. Mais moi, personnellement, et j'en fais quand même pas mal de modélisation, chaque fois que je reconnais un pattern, je dis, ça veut dire que j'en ai raté peut-être un autre qui avait une autre structure que celle que j'ai l'habitude de voir. D'accord? Donc, c'est ce double processus qui consiste à dire, OK, si je reconnais, c'est bien, mais je dois faire attention à ma tâche aveugle. Oui? Ça répond à ta question? Oui, merci Christian. Autre chose? Non? Alors, on peut commencer à arrêter de fumer. Sophia, est-ce que ton micro fonctionne? Oui, je pense. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, ok, ça va. Bonsoir, je m'appelle Sophia. J'ai 35 ans. J'ai commencé à fumer quand j'avais 18-19 ans et j'étais à la fac. Et j'ai arrêté de fumer quand j'avais 30 ans. Au début de 30 ans, en fait, j'ai fait un séminaire sur la méthode Silva et c'est ça ce qui m'a poussé un peu pour commencer à faire des changements dans ma vie. Et moi, j'avais aucune idée que ce que je faisais, ça correspondait très bien aux méthodes PNL aussi, mais quand on en a parlé avec Christian l'autre fois, il a reconnu quand même pas mal de choses dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai raconté, qu'il y a des choses qui coïncident. Mais pour vous raconter aussi comment ça s'est passé, oui, quand j'avais 30 ans, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et pour ça, j'ai utilisé avant tout la méditation. Donc, dans ma vie quotidienne normale, on va dire, je n'ai pas vraiment fait volontairement des grands changements, mais 2 fois par jour, j'ai médité. Et à la première fois, la méditation que j'ai faite,
j'ai commencé à faire un décompte, donc j'ai visualisé qu'il y a un écran géant. J'étais ensemble avec tous mes organes, toutes mes cellules. Ils étaient un peu personnalisés, je veux dire. C'était vraiment comme un carnaval, comme une grande fête dans mon corps. Et la grande nouvelle, c'était qu'on va changer en mode non fumeuse pour le reste de la vie. Et alors, tous les organes, toutes les cellules, tout le monde était hyper content et on a commencé à décompter. Moi, je dis à mes organes, voilà, on a 30 jours pour faire ce changement. Et ça a commencé chaque jour dans la méditation. J'ai visualisé cet écran géant et j'ai vu les organes, les cellules, tout le monde allait bien, tout le monde était content. Et chaque jour, j'ai vu que mes jours 10 minutes. Donc, au début, j'avais 30 jours, puis 29, 28, etc. Et alors, comme j'ai dit, moi, j'appelle ça programmation. Déjà, à l'époque, j'ai appelé ça programmation. J'ai programmé 2 fois par jour pendant la méditation. Et honnêtement, j'avais aucune idée si ça allait marcher, mais vraiment aucune idée. Mais à chaque fois où j'y ai pensé, je me suis dit, bon, même si je ne sais pas comment ça va marcher, j'accepte que ça va marcher, ça va fonctionner, c'est tout. Mais dans la vie quotidienne, je n'ai pas fait vraiment des changements volontaires. Je n'ai pas vraiment commencé à compter combien je fume ou vraiment faire attention à réduire volontairement le nombre de cigarettes que je fumais par jour. Mais j'ai commencé à m'observer quand même parce que c'était une chose importante. Donc, évidemment, j'ai commencé à observer. Tout d'abord, j'ai observé quelles étaient les situations où j'ai fumé tout le temps. Donc, c'était assez facile à identifier. C'était dans les pauses, chaque fois où j'ai fait des pauses au travail ou dans le ménage ou n'importe quoi. Donc, c'était toujours un petit cadeau pour moi-même. Je pouvais fumer. Ensuite, j'ai fumé quand il y avait une situation où j'avais besoin d'être un peu patiente, comme par exemple attendre le bus n'arrive pas, ou bien quand je suis sortie avec des amis, quand on a pris un verre. Ensemble, je dirais qu'en moyenne, je fumais à peu près 7-8 cigarettes par jour quand j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et c'était très, très intéressant parce que pendant la méditation, comme j'ai identifié ces situations où j'ai tout le temps fumé, j'ai commencé à utiliser ces images pendant la méditation et je me suis dit que, OK, alors imaginons que je suis dans cette situation, comme d'habitude, et je ne fume pas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux imaginer ça, d'être là dans l'arrêt de bus, je vois que le bus va arriver dans 10 minutes ou je sais pas, et de ne pas fumer. Et au début, c'était vraiment très, très difficile d'imaginer ça. Ça a l'air con maintenant, mais c'était vraiment difficile parce que je me suis demandé, alors qu'est-ce que je vais faire là? Je vais juste être là dans l'arrêt de bus ou quoi? Et oui, oui. Et c'était vraiment bizarre d'essayer de voir ça. Mais des choses très intéressantes ont commencé à m'arriver après à peu près une semaine de méditation. 5 jours, 7 jours, à peu près, c'était comme ça. C'est bien parce que quand on en a parlé avec Christian l'autre jour, je me suis souvenu que j'ai fait en fait après avoir arrêté de fumer, j'ai fait en fait une liste de toutes les choses que j'ai fait et maintenant je les ai relues. C'est impressionnant parce que il y avait des petits succès déjà pendant le process. Donc par exemple, une fois ça m'est arrivé, j'ai arrêté de fumer. Non, j'ai pas arrêté, mais j'ai commencé à programmer, à méditer sur ce sujet d'arrêter de fumer. Et c'était depuis 7 jours. J'étais dans l'arrêt de bus. La situation typique où j'ai le besoin de fumer et j'ai noté le bus était prévu dans 16 minutes et pendant 16 minutes j'étais dans l'arrêt de bus, j'y ai même pas pensé, ma tête était occupée, j'étais ailleurs et je suis montée dans le bus et à ce moment-là je me suis rendu compte j'ai oublié de fumer alors que j'avais un paquet de cigarettes sur moi, mais j'ai tout simplement oublié et j'ai commencé à partir de ce moment, j'ai commencé à me rendre compte que je commence à oublier que je suis fumeuse. Et il y avait d'autres événements comme ça, comme par exemple quand je suis partie de chez moi,
j'ai oublié de prendre mes cigarettes. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que je me suis rendu compte à l'extérieur que je n'ai pas de cigarettes. Mais je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais fumer quand je rentre. Mais comme j'ai vu qu'il y a des changements comme ça a commencé à être comme un trigger. Comme ça a déclenché vraiment quelque chose en moi parce que je n'ai pas fait exprès, mais c'était quand même un bon sentiment. Donc, j'ai commencé vraiment à faire attention. Donc, par exemple, quand je suis sortie et je savais que j'allais être avec des non-fumeurs, j'ai même pas pris mes cigarettes et je me suis dit, bon, ça va être facile, comme ça, je suis même pas tentée de fumer parce que il n'y aura personne qui fume, comme ça, ce sera facile pour moi aussi. Et alors, comme ça a commencé d'une manière très, très naturelle de réduire le nombre de cigarettes que je fumais, j'ai commencé à me faire des petits cadeaux avec l'argent que j'ai économisé. Ça, c'était très, très motivant parce que déjà après une semaine, je me suis dit, j'ai économisé déjà, je sais pas, 12 euros. Et j'ai vu que chez Di, il y avait une petite eau de toilette, une petite bouteille d'eau de toilette pour 12 euros. Et je me suis dit, ça tombe bien, c'est super cette odeur, j'aime bien, je le prends. Je me suis acheté ça. Ensuite, un peu plus tard, je me suis acheté un petit sac qui était tellement petite qu'il n'y avait même plus la place pour des cigarettes. Donc, il y avait juste la place pour mettre mon portefeuille et mon abonnement ou GSM ou quelque chose, mais c'est tout. Et il n'y avait plus de place. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Comme ça, j'avais envie de porter ce petit sac, j'avais envie de porter ce parfum sans être gênée par l'odeur de cigarette. Et ce qui était aussi très, très intéressant, c'est que je dirais, la dernière semaine, j'ai fumé à peine, mais vraiment à peine. C'est d'une manière très, très naturelle, ça tombait dans les oubliettes. J'ai complètement oublié que j'étais fumeuse. J'avais presque quasiment jamais de cigarettes sur moi. Mais comme je savais que j'allais arrêter, je me suis sentie presque obligée de fumer maintenant pendant que j'ai ces 5 jours devant moi ou 6 jours devant moi. Et je me souviens que le dernier jour, j'étais tellement dégoûtée, mais je continuais à fumer, mais j'étais déjà dégoûtée à la moitié. Je l'ai jeté en disant non, j'en peux plus. Je trouvais ça vraiment horrible. J'en pouvais plus. Et le jour, donc chaque fois dans la méditation, il y avait le décompte des jours. Et le dernier jour, quand je me suis réveillée comme ça le matin, alors c'est mon premier jour où je ne fume pas. J'ai noté mes sentiments, des pensées par rapport à ce jour, là où c'est passé. Et ce qui était très, très intéressant, c'est que pendant toute la journée, j'ai pensé à la cigarette, mais pas parce que j'avais envie de fumer. C'était vraiment une pensée comme un soulagement, que j'étais tellement contente que je n'en avais plus besoin. Mais c'était là dans mon esprit, mais dans c'était très, très différent. Je n'avais pas envie, ça m'a pas manqué, mais c'était juste bizarre de savoir que ce n'est plus là, ça ne fait plus partie de ma vie. Voilà. C'est ça, mon histoire. Et depuis, j'ai pas fumé, donc ça a bien réussi. Je vais te poser, on m'entend, oui, hein. Je vais te poser une question ou deux par rapport à ce que je me rappelle et par rapport à ce que j'ai entendu. Je voulais simplement déjà te demander que tu nous rappelles qu'est-ce qui fait que tu as décidé, là maintenant j'arrête ou je vais arrêter. Oui, oui. En fait, c'était la première fois dans ma vie où j'étais avec quelqu'un qui ne fumait pas et qui m'a dit que oui, c'était pas très agréable pour lui. Il n'a jamais vraiment poussé que j'arrête de fumer. C'était pas ça. C'était plutôt qu'il m'a dit que on était au début de la relation et qu'il m'a dit qu'il a vu plusieurs personnes que la cigarette a rendu malade ou qu'il a perdu à cause de la cigarette et qu'il a trouvé ça difficile d'investir dans une relation avec une fumeuse parce qu'il ne veut pas revivre ça, revoir ça. Et ça, c'était des mots qui étaient
très honnête, très dure, mais très touchante. Et c'était ça qui m'a donné vraiment la dernière pousse de commencer. Mais tu y pensais quand même avant. Oui, 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 j'y ai pensé. Bien sûr que j'y ai pensé parce que, bon, on le sait, mais C'est ça. Que ça nous rende malades et tout, mais je trouve qu'on trouve un peu trop facilement des excuses pourquoi on n'arrête pas maintenant. Et alors, ici, je suis arrivée au point où je me suis dit, on n'a plus d'excuses. Alors, je vais encore poser une question par rapport aussi. Quand tu parles méditation, si j'ai bien compris, c'est une sorte de visualisation. Tu construisais une histoire. C'est pas l'esprit vide comme les moines bouddhistes dans les films. C'était une Non. visualisation. Oui, c'est plutôt une visualisation ou bien une sorte de auto-hypnose, je dirais. Donc, on se donne des objectifs et on essaye vraiment d'imaginer nous-mêmes dans la situation comme si on y était déjà. Et oui, c'est la visualisation, oui, c'est ça. Et cette image de cette ville avec ses cellules, tu l'as construite, elle est venue à toi? Euh, oui, c'est en fait pour commencer, j'appelle ça méditation parce qu'on est quand même dans un état d'esprit différent que quand on est réveillé. Donc là, je suis à ce niveau alpha, donc c'est vraiment entre le réveil et le sommeil, mais au niveau où on est encore capable de diriger un peu nos pensées dans un sens ou dans un autre. Et alors ici, quand je suis à ce niveau alpha, je me sens très, très créative, je suis très inspirée et j'ai laissé les images venir vers moi comme ils voulaient. Et quand j'ai pensé à une grande décision que je prends pour moi, pour ma santé, c'était l'image qui est venue vers moi de allons, on va faire une grande fête et on va faire un carnaval et tout le monde va être content qu'on change en monde non-fumeur. Ok. C'est J'aurais une question. Attends une seconde. Les petites précisions que je voulais demander par rapport à l'histoire. Donc maintenant, je propose effectivement, et Abdelhakim de commencer à ouvrir le feu, pas dire feu à volonté, mais si vous avez des questions, des précisions, vous faites un petit signal et que ce ne soit pas un peu la folie, vous vérifiez votre micro. Mais Abdelhakim, vas-y, lance-toi. Merci. Bah, tout d'abord, merci à toi de te prêter au jeu. La question, c'est que tu dis le premier jour où tu as arrêté de fumer, tu y as pensé, mais ça faisait plus partie de toi, tu y pensais tout simplement. Est-ce que tu avais un sentiment de regret ou c'était simplement quelque chose qui a fait partie de ta vie, voilà, qui fait plus partie de ta vie maintenant, quoi. Une expérience, je veux dire que tu as quand même une expérience que tu as vécue, mais sans plus, sans sentiment de regret, je veux dire. Je n'avais pas de sentiment de regret, non, non, c'était comme vraiment, peut-être pas la nostalgie qui est le bon mot, mais c'était un peu ça que j'ai senti que un chapitre de ma vie vient de se terminer, voilà. Merci. De rien. Sylvie? Oui, merci Sophia. Y a-t-il eu des moments difficiles? Et si oui, en quoi l'ont-ils été? Pendant la période où j'ai arrêté de fumer, non. Non, là, parce que j'étais tellement motivée et comme je me suis donnée vraiment à 100%, là, j'ai pas hésité, il n'y avait pas de difficulté. Après, oui, ça m'est arrivé. Oui, dans des situations où j'étais vraiment très, très énervée et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, là, ça m'est arrivé d'y penser que c'est revenu que, ah oui, ça c'est vraiment le moment où je mérite une cigarette. Mais puis ça passe. Donc, bonne question. C'était qui? Qui avait la main? J'ai oublié. Valérie, pardon. Et puis Chantal. Bonsoir. Si j'ai bien entendu, tu nous as dit que avant le jour où tu as décidé d'arrêter de fumer, tu fumais 7 à 8 cigarettes, c'est ça? oui. Est-ce que tu as eu une période préparatoire avant cet arrêt, avant ce jour où tu as décidé d'arrêter de fumer?
Non, non, il n'y avait pas, mais honnêtement, c'était très varié comment je fumais. Donc, quand j'ai commencé à l'âge de 19 ans à peu près, là, j'ai fumé uniquement dans les fêtes, quand on est sorti avec des amis. Et puis, graduellement, je suis vraiment devenue fumeuse. Quand j'avais, je sais pas, 21 ans, j'ai fumé facilement un paquet de cigarettes par jour. Mais quand il y avait des périodes où j'ai pas fumé ou presque pas pendant quelques mois et puis j'ai recommencé. Donc, c'était toujours un peu comme ça. Il y avait des hauts et des bas. Mais avant vraiment de décider d'arrêter de fumer, je n'ai pas fait transition. Je dirais que ça, c'était ma consommation naturelle. C'était le nombre de cigarettes que j'avais envie de fumer. Ok, merci. Merci. Chantal? Oui, merci Sophia. Dis-moi un petit peu par rapport à la prise de notes. Est-ce que tu as pris note systématiquement tous les jours de ce que tu ressentais? Non, non. J'ai commencé à prendre des notes le 30e jour. Donc, l'expérience était encore tout récente. Donc, je me souvenais encore très bien de tout ce qui s'est passé. Mais je ne pouvais pas encore savoir à 100% si j'ai vraiment arrêté parce que c'était justement le premier jour non-fumeur. Mais comme j'étais tellement contente de moi-même que avec tous les sentiments, avec tout ce que je sentis dans mon corps aussi, avec tous les petits cadeaux que je me suis fait, comme j'étais très, très contente, je me suis dit, bon, maintenant je m'assois et pendant que cette expérience est très vivante dans mon esprit, je note tout ce que j'ai fait. Ok, j'ai une deuxième question. Est-ce Oui. que tu as anticipé les obstacles? Donc, anticiper un échec éventuel ou, tiens, aujourd'hui, si j'ai envie d'une cigarette et que je la prends, et que j'ai envie de la prendre, comment est-ce que je pourrais faire, par exemple, pour ne pas la prendre? Est-ce que tu as pensé à tout ça ou pas? Non, non, j'ai pas anticipé. Comme j'ai dit, j'avais aucune idée comment j'allais faire. Je ne savais pas comment. La seule chose que je savais, c'est que j'ai décidé que j'allais le faire, mais pas plus. Donc, j'ai pas anticipé les obstacles. Et une dernière question sur le fait que tu dis à la fin, j'ai oublié. Donc, la question c'est quel est ton sentiment interne après une semaine ou 15 jours lorsque tu repenses à la cigarette? Qu'est-ce que tu ressens? Et encore aujourd'hui, est-ce que ça a perduré? Ça a beaucoup changé parce que maintenant, je supporte même pas la fumée. Donc, quand c'est près de moi, donc, ça fait maintenant 5 ans, oui, 5 ans que j'ai arrêté. Donc, maintenant, je me considère vraiment comme non-fumeuse, comme si ça s'est jamais arrivé. Mais quand c'était 2 semaines, c'est une bonne question. Je me souviens pas très bien. Désolée. Désolée, j'étais juste tellement contente. C'est tout ce que je retiens. C'était un soulagement. Est-ce qu'au début, la Catherine, fumée te pardon, dérangeait? pardon. Vas-y, Donc, termine, Chantal. tu dis que la fumée te dérange aujourd'hui, Ouais. l'odeur. Est-ce que lorsque tu as arrêté de fumer toi-même, donc après, disons, dans les premiers temps, est-ce que tu sentais cette odeur? Est-ce qu'elle te dérangeait à ce moment-là ou pas? Je me souviens plus très bien. Désolée. Merci. Catherine? Pas de Voilà. micro, Catherine. Voilà, réparé. Avec le recul, quelle a été la motivation la plus importante pour décider d'arrêter de fumer? Je pense que c'était mon partenaire. C'est ton partenaire, hein? Ouais. Et la deuxième motivation? Mais c'était quand même une sacrée motivation, ma santé aussi. D'accord. Stéphane? Merci, Christian. Rapidement, enfin, Sylvie avait levé la main avant moi. Ah, j'ai pas vu, désolé. Mais elle a déjà posé une question, c'est pas grave. Ok, non, rapidement. Sophia, merci d'avoir partagé ça. Tu portes une bague, c'est à ta main droite que tu portes ta bague? C'est ma main gauche. C'est ta main gauche.
ta main gauche. Donc d'accord, tu étais en visuel créé la plupart du temps. Et je voudrais te demander, lorsque tu t'es arrêté de fumer après le 30e jour, enfin le jour zéro, puisque tu t'es compté, Ouais. tu as ressenti le manque à un moment donné dans ton corps? Il y a des parties de ton corps qui t'ont dit quelque chose? Non, mais en fait, maintenant j'y pense, il y avait la question par rapport à si j'ai anticipé des obstacles. C'était peut-être la seule chose que j'ai vraiment anticipée parce que j'en ai déjà entendu de parler beaucoup de fois que les fumeurs, quand ils arrêtent, il y a cette manque physique de la cigarette, vraiment de la nicotine et tout. Et quand dans mon imagination, j'ai fait cette carnaval avec mes organes et mes cellules. L'intérêt, c'était justement pour ne pas sentir physiquement la manque, pour pouvoir fonctionner bien physiquement sans nicotine, sans la fumée, même sans le mouvement, sans l'habitude, justement pour ne pas sentir la manque. Ouais. Et ça a fonctionné. Ouais. Ok. Merci, Zofia. De rien. Je voudrais insister avant s'il y a une autre question. Effectivement, moi, ce qui m'avait fortement frappé, c'est que je ne sais plus qui a posé la question, mais on parlait de se visualiser dans le futur comme non-fumeur, etc. Il y a manifestement rien. Par contre, il y a une image très puissante à l'intérieur d'elle-même, je dirais, à l'intérieur des cellules, qui a été vraiment le moteur décisif de la structure de motivation sur base, en tout cas visuelle. Et on a vu quand même, il y a pas mal de visuels qui entrent en jeu dans sa manière de relater. Donc, se passer d'une image me paraît difficile à concevoir. Et manifestement, cette image de ce carnaval, et j'adore l'expression carnaval, cette fête des cellules, tu m'avais dit, quand on en a parlé la première fois, que ton corps était comme une ville et que tu croisais des gens qui étaient en bonne santé, de bonne humeur. Enfin, et c'était tes cellules, en fait, qui étaient... En fait, il y avait toute une fantasmagorie, mais basée sur tes cellules, vraiment sur ton corps, pas sur des gens extérieurs, pas sur une ville extérieure, mais une ville créée et inventée à partir de ton organisme. Oui, tout était moi. Oui, tout ensemble, c'était moi. Oui. Ouais. Une autre question. Sylvie, oui. Je me sens coupable maintenant. Pas de souci, parce que ça répond partiellement à une question que je voulais poser. Par rapport à cette visualisation, justement, mais j'entends que c'est un carnaval, un festival, ce qui permet d'imager un peu plus. Y aurait-il une seule journée où tu as manqué de le faire? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est une fois que c'était fait, dans quel état tu te sentais? Merci. Oui. Il n'y avait pas un jour où je n'ai pas fait, voire je dirais que donc c'était le minimum que j'ai fait cette visualisation, cet exercice de visualisation 2 fois par jour. Donc c'était toujours juste après le réveil et avant de m'endormir parce que naturellement on passe par cet état, par cette phase alpha quand on s'endort ou quand on se réveille. Et à cette époque-là, j'ai vraiment beaucoup médité et j'avais vraiment l'habitude de m'arrêter à ce niveau-là avant de me réveiller et faire des exercices. Même avant d'arrêter de fumer, j'ai fait plusieurs fois des visualisations par rapport à mes objectifs. Ça peut être justement pour comment... Je sais que je vais avoir une journée difficile, alors je me concentre un peu sur la journée, sur mes objectifs de la journée. Mais donc, j'ai pas raté un seul jour de méditation. Si possible, j'ai fait même 3 fois. Par rapport à après, mais je me suis sentie capable de tout. Je me suis dit que si je peux arrêter ça, c'était vraiment tellement motivant et c'était tellement encourageant de pouvoir arrêter ça que j'ai commencé à me donner d'autres objectifs aussi. Et en fait, j'ai beaucoup de notes c'est pas mon seul succès, je peux dire ça, mais c'est l'un des plus grands que j'aime beaucoup et je suis très, très fière. OK. Avant de continuer dans les questions, parce que je sais qu'on peut continuer à l'infini, ce que je vous demande là maintenant, c'est de rassembler un petit peu le point par rapport aux éléments essentiels. Si vous devez chacune partager un élément le plus important, et on va essayer bien sûr qu'on ne se répète pas. Donc, si quelqu'un a dit A et que pour vous A est important, ne dites pas A, ça ne sert pas à grand-chose, mais dites plutôt B, c'est-à-dire votre deuxième choix. Donc, à votre spontanéité, qu'est-ce qui vous paraît marquant? Qu'est-ce qui vous avez reconnu? Qu'est-ce qui vous semble significatif?
Et je proposerai d'abord de commencer par une idée par personne, ou un concept, ou un process, ou un pattern, appelez ça comme vous voulez, par personne. Et on va essayer de travailler sur le collectif intelligent pour essayer de compléter le puzzle, pas à partir de nous, mais à partir de chacun, l'un après l'autre. Et il faut quelqu'un pour commencer. Mais la personne qui commence sera la plus libre parce qu'elle n'a pas la contrainte des précédents. Ça ne vous motive pas plus. Sylvie, voilà. Vas-y, mets ton micro. Oui, ça y est. Alors moi, j'ai quand même noté l'importance de cette croyance qui était, je la retrouve, ça va marcher. Ouais. OK. Suivant. Voilà. Je passe la main. Chantal, vas-y. Il y a une prise de Après Stéphane. décision. La prise de décision. Concrètement, tu veux dire quoi? Elle a décidé d'arrêter de fumer. C'est pas j'aimerais bien, je pense que c'est j'ai décidé. OK, je note. Stéphane? Oui, c'est sans reprendre l'idée de Sylvie, je veux juste construire sur l'idée de Sylvie, puisque la semaine dernière, le travail, c'était les croyances. Il y avait d'autres croyances portantes qui étaient très proches de croyances de PNL. Le fait d'accepter quelque chose sans comprendre pourquoi ça marche, c'était une croyance très portante. Le fait que quelque chose doit être remplacé, c'est-à-dire que rien ne se détruit, on doit remplacer. Le moment où on attend le bus, on prenait une cigarette, qu'est-ce que je vais faire à la place? Et ce sont des croyances qui, à mon avis, ont joué en sa faveur. Ouais, OK. Suivante. Michel. Oui, moi je pense qu'important c'est la motivation et elle est allée le chercher plus dans le kinesthésique alors qu'elle est super visuelle, quoi. Voilà, il y a un petit truc dans la motivation, voir un petit peu comment ça peut se passer. Ouais. Désolé de contraindre un peu avec le cours, mais je pense que l'exercice est intéressant si on se force à la concision. Ce n'est pas mon style d'habitude, mais il faut y aller. Quelqu'un a levé le bras, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Abdelhakim, vas-y. Ton micro, ton micro, ton micro, ton micro. Oui. Au-delà de tout ce qui a été dit sur les croyances, c'est vrai qu'elles étaient fortes, mais par rapport à la question que je lui ai posée, j'ai senti, moi, comme s'il y avait un processus de deuil. C'est-à-dire qu'il y avait une acceptation directe que ça y est, c'était fini, quoi. Elle a pas eu, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu ce manque-là, ni de regret, ni de, même pas de regret du comportement. Moi, j'étais fumeur et j'ai senti des regrets quand j'ai arrêté. C'est-à-dire que je me suis dit, je me suis bousillé quand même 5, 10, 15, 20 ans de ma vie. J'aurais pu faire du sport, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Et là, elle ne l'a pas eu. C'est-à-dire que c'était quand même une partie de sa vie qui était clairement pour elle, peut-être, hein, peut-être je me trompe, qu'elle assume, quoi. Je vais compléter en disant que effectivement, la question de l'identification, l'identité est vachement importante dans tout ce que Sophia nous a raconté et dans ce que tu racontes aussi, ou peut-être j'entends plus ton histoire que la sienne, mais ça, c'est une autre question. Oui. Je vais simplement dire que la notion d'identification, effectivement, c'est tourner la page. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot deuil, parce que le deuil pourrait dire qu'il y a des regrets. Ici, non, il y a une tournée de page. Et ce qui me paraît significatif pour ajouter ma participation à ce flux, c'est ce processus qui consiste à ne pas faire une rupture brutale. 30 jours pour le faire et pour se laisser convaincre à ce que ça se mette en place. Ça me paraît, moi, ça me fait vibrer de sentir ça. J'ai trouvé ça hyper puissant. Valérie. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'elle construise un objectif, en fait, avec une planification où elle note aussi ses succès, où elle observe. Il y a toute une construction où elle va observer aussi les points éventuellement où elle peut craquer, enfin, ainsi de suite, comme ça. C'est toute la construction qui m'a vraiment plu, en fait. Je ne sais plus, Sylvie et Chantal, allez-y, je ne sais pas qui va commencer, mais je n'ai pas douté. Désolé. Vas-y, Chantal, vas-y. Et après, alors, Sylvie. mais je vois que
les visualisations internes sont excessivement positives et joyeuses, donc apportent vraiment un kinesthésique très très positif. Et lorsque c'est un petit peu plus chaotique, donc là on est sur les ponts vers le futur en visualisation interne, lorsqu'elle se dit tiens, si je suis de nouveau dans cette situation et que je ne fume pas, donc si je suis de nouveau à l'arrêt du bus par exemple et que je ne fume pas, qu'est-ce que ça va être? Là elle a un kinesthésique négatif par rapport à ça, mais elle va le terminer sur quelque chose de positif. Donc, ces méditations sont des méditations qui commencent en positif. Il peut y avoir un espèce de sandwich en négatif avec un pont vers le futur et des interrogations, mais elle termine en positif. Ok. Sylvie? Et pour compléter ce qui a été dit précédemment, avec l'idée de pas de rupture brutale les 30 jours et ce que vient d'évoquer Chantal, moi, j'ai noté la question de la ritualisation du processus avec quelque chose de très, très normé qui amène un espèce de rythme comme ça, une sorte de rendez-vous où elle est allée jusqu'à en faire 3 par jour. Donc, voilà, c'est la ritualisation des choses et avec la puissance des métaphores derrière, de ce que vous évoquiez, carnaval, etc., quand tu as complété justement par rapport à ça. Autre commentaire pour le moment? Oui, Sophia, merci pour cette présentation. Donc, ce qui a été intéressant, c'est de voir que tu as su trouver, on va dire, des bénéfices financiers pour se faire un petit plaisir personnel. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Tu as su trouver, on va dire, ta formule à toi. La deuxième, trouver un sens pour avoir une meilleure santé, donc augmenter l'objectif cible. Ton ami, il a été un déclencheur aussi, mais est-ce qu'il t'a accompagné sur tout ton process en termes d'écoute, en termes de motivation, ou il est juste resté à côté à regarder? Il est plutôt resté à côté à regarder. Donc, chaque fois surtout après 2 semaines ou quelque chose comme ça, où il y avait vraiment, où j'ai vraiment senti, j'ai vraiment vu que, OK, je commence à réduire le nombre de cigarettes par jour sans vraiment faire exprès. J'étais contente, je lui ai raconté, il était content avec moi, mais il n'a pas vraiment participé. Ok, et du coup, une question supplémentaire. As-tu, par exemple, émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir un échec ou pas? En gros, qu'est-ce qui se passerait si au 31e jour, je n'y arrivais pas? Ou est-ce qu'à un moment donné, entre le 0 et le 30e jour, il y a eu un moment donné qui était très critique pour toi? Il n'y avait pas un moment qui était vraiment très, très critique pour moi pendant cette période d'arrêt. Et honnêtement, j'ai pas donné de chance, j'ai pas pensé à ça. Et si je suis encore fumeuse après 30 jours, je me suis dit que c'était pas possible. D'accord. Ok, c'était clair pour toi, parfait. Merci. De rien. Je vais ajouter un truc par rapport au fait que on pourrait imaginer une stratégie bien définie, organisée. Ici, il y avait 30 jours, c'était quand même très précis, mais ce n'était pas une précision auquel je fais allusion là maintenant. Je fais allusion à une stratégie. D'abord, je vais faire ça. Elle l'a dit elle-même, je n'ai pas diminué en me forçant la quantité. C'est simplement la perte d'envie qui a provoqué la diminution et même l'absence à certains moments. Donc, ça me paraît essentiel. Et j'ai vraiment ce qui me vient à l'esprit, c'est une métaphore comme d'une balade. Elle a préparé un terrain, elle a créé un espace. C'est très hypnotique, en fait, comme manière de faire. C'est un terrain qui est préparé, dans lequel elle ne pouvait que évoluer dans le bon sens parce qu'elle était là, quoi, tout simplement. Et sans se poser de questions, là, maintenant, je fais mon 30e pas, là, je vais engager dans ce sentier, etc. C'est quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la représentation d'un paysage, quand même, somme toute, assez large, dans lequel, en fait, les décisions se sont, pas dire imposées, mais elles sont venues naturellement. Chantal. Est-ce que le calendrier, avec le temps qui défilait, tu l'as vu au début? Est-ce que tu l'as vu à chaque fois? Oui, chaque jour. Chaque jour, oui, avec le jour correspondant. Donc, au début, c'était 30, 29, 28, 27, oui. Et donc,
avais vraiment tu étais très consciente du temps. Oui, oui. Est-ce que ça augmentait tes visualisations en qualité, en nature, en intensité? Est-ce que tes visualisations de fêtes, de carnaval, de villes joyeuses, en bonne santé, étaient plus fortes de ton souvenir au début, au milieu, à la fin? Mais à la fin, beaucoup, beaucoup, oui. Parce que là, il y avait déjà cette attente que je... Oui, c'était déjà une attente. C'est comme en anglais, on dit expectation. Donc, c'était vraiment une attente. Je m'attendais à arrêter et en s'approchant vers la fin, c'est devenu de plus en plus excitant et de plus en plus joyeux aussi dans mes méditations. Et je pense que cette image de carnaval et fête que j'ai souvent, que pendant tout le process j'ai eu, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment donné envie et la fête est devenue de plus en plus joyeuse. C'était vraiment, ouais, c'était que des images positives. Ouais. Merci. Juste un petit commentaire pour tous les autres qui observent. Au niveau je dirais, des accès oculaires de Sophia, il faut bien savoir que ce n'est pas sa première langue. Hein. Donc, en fait, il peut y avoir des perturbations dans les accès oculaires qui sont dues au choix des mots. Il faut simplement en être conscient. C'est un facteur qui me semble déterminant aussi. Vas-y, Sophie Chantal. C'est un schéma inversé depuis que... Plutôt que... C'est ça que justement je vais attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas une évidence. Ce serait sa langue naturelle, je te dirais oui tout de suite, c'était très clair. Bien qu'on a vu aussi des accès oculaires, mais vous avez vu là quand elle vient de rattraper, c'est une histoire de joyeuse, etc. On a eu un vrai remémoré. Et c'est là que j'ai pris conscience que l'accès oculaire ou vocabulaire peut perturber votre observation. Je voudrais simplement le dire. Autre commentaire, question? Oui, de moi, Catherine. Et une question, lorsque Sophia pense à la santé, comment ça se passe en détail? Comment ça se passe à partir du moment où elle pense à la santé et où elle arrive à une décision cigarette? Est-ce qu'elle peut détailler ce qu'elle voit, ce qu'elle se dit, des pensées qui lui arrivent, ce qu'elle a entendu? Tu parles à ce moment-là ou maintenant? Est-ce que maintenant elle peut le faire sur ce qui se passait quand elle pensait à sa santé, ou peut-être maintenant, en effet, quand maintenant elle pense à sa santé, comment ça se passe en termes d'éléments liés? Pour que ce soit pertinent, j'aimerais bien que tu sois un peu plus spécifique parce que moi, personnellement, je n'ai même pas compris. Tu parles de quel moment elle doit visualiser quoi? C'est juste pour être sûr, hein, parce que sinon, on va se planter, quoi. D'accord. Sophia? Oui. Lorsque tu étais en train d'arrêter de fumer et que tu pensais à ta santé, est-ce que tu peux remémorer qu'est-ce qui, à ce moment-là, arrivait dans ta ligne de raisonnement? Est-ce qu'il y avait des images qui arrivaient particulièrement? Est-ce qu'il y avait des phrases qui arrivaient particulièrement? Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on t'avait dit qui arrivait particulièrement? Est-ce qu'il y avait un ressenti de goût? Est-ce que tu peux préciser comment ça se passait? Oui, en fait, ce qui est, oui, c'est un peu bizarre. Donc, quand j'étais fumeur, si vous avez déjà fumé ou vous avez quelqu'un dans la famille qui fume, vous voyez que sur les paquets de cigarettes, il y a toujours ces images horribles avec les poumons, je sais pas, des organes pourris ou des amputés et tout ça. Et en fait, je me suis dit que toutes ces images que je vois pendant que je fume, ce sont des idées que je me donne à moi-même et je vais dans ce sens-là. Et alors, quand j'ai fait ces méditations, j'ai pas vraiment essayé de remplacer ces images une par une dans ma tête. Je sais pas, au lieu de voir un bras amputé, je me vois avec les deux bras, les deux jambes et tout ça. Je suis pas entrée vraiment dans des détails comme ça, mais comme je dis, comme tous mes organes et toutes mes cellules étaient
vraiment très contente avec moi de passer en mode non-fumeur. J'ai commencé à sentir assez naturellement ce désir d'être en bonne santé. Et ce qui était aussi très intéressant pendant ce processus, c'est que j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à trouver du plaisir à en faire du sport. Et ça m'a encore beaucoup aidé parce que je sais pas, quand on fait un effort physique, là, j'ai l'impression, surtout si c'est répétitif, là, j'ai l'impression qu'on peut vraiment faire passer n'importe quel message. Si j'arrive en courant jusqu'à la fin de cette rue, je peux faire tout ce que je veux. Je sais pas, ce sont des petits messages qui passent avec l'automotivation. Et par rapport à la santé, comme j'ai commencé à faire du sport pendant cette période-là, j'avais quand même des images très positives par rapport à ma santé devant moi. Des images formidables. Est-ce que tu te souviens des messages qui t'arrivaient quand, par exemple, tu faisais du sport? Pas particulièrement, non. Pas particulièrement. Et des choses que tu aurais dit, tes proches, ton ami Ah oui, j'ai pas commencé à en parler tout de suite. J'ai commencé à en parler à peu près quand j'ai médité déjà depuis 10 jours ou quelque chose comme ça et j'ai commencé à sentir que je commence à réduire naturellement le nombre de cigarettes que je fume par jour. À ce moment-là, j'ai commencé à mentionner à mon travail, par exemple, parce que bien sûr, ils ont aperçu aussi que je sors pas aussi souvent que d'habitude ou je sais pas et alors je suis restée à l'intérieur avec des collègues avec qui je parlais rarement parce que j'étais toujours avec d'autres collègues qui étaient dehors. Et alors là, il y avait des conversations assez intéressantes parce que quand j'ai dit que oui, je suis sur le chemin d'arrêter de fumer, là, c'était impressionnant que les personnes qui étaient en couple avec un fumeur, mais qui elles-mêmes n'étaient pas fumeuses, là, ils m'ont donné beaucoup d'amour, ils m'ont donné beaucoup, beaucoup d'attention. Ils étaient tous, ah, c'est tellement bien que tu fais ça. Si seulement mon compagnon faisait la même chose pour moi et avec ce sentiment, ça aussi, c'était très, très motivant. Et à cause de ça, grâce à ça, c'était motivant d'en parler aussi avec des proches. Ouais. D'accord. Merci. De rien. Tristan, arrête de poser des questions. On ne t'a pas entendu. Je peux poser une question du coup? Non, Stéphane a levé la main avant. Carrément, vas-y. J'avais une petite... Merci beaucoup déjà, Sophia, pour ton partage. Alors, j'ai peut-être pas été attentif ou quoi, ou j'ai peut-être pas relevé. Moi, j'aurais voulu savoir, juste avant le moment où tu as vraiment décidé d'arrêter de fumer, décider de mettre en place ce processus, quel était ton ressenti, ton état émotionnel à ce moment-là? Si tu te souviens. Mais en général ou vraiment juste avant le moment? Juste avant le moment. Mais et comme j'ai dit, comme j'ai décrit la situation, que c'était mon compagnon qui m'a dit quelque chose qui m'a touchée, il m'a rendu triste. Je ne voulais pas continuer à fumer. Il m'a rendu triste avec toutes ces choses qu'il m'a dit, qu'il a perdu des gens et qu'il ne veut pas me voir de tomber malade. J'étais triste. Tu as ressenti la tristesse et à ce moment-là, est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es dit, même intérieurement? Mais je me souviens très bien parce que c'était une conversation juste avant de se coucher parce que je suis encore sortie pour fumer une cigarette et puis je me suis brossé les dents et puis je me suis couchée et c'était le moment où j'ai vu que quelque chose n'allait pas donc j'ai demandé pourquoi tu es triste, qu'est-ce qui se passe et alors il m'a dit tout ça et je me souviens très bien de cette situation que à ce moment-là, donc ça m'a vraiment touché ce qu'il a dit. Et à ce moment-là, j'ai fermé mes yeux et j'ai commencé cette méditation là. J'ai coupé comme ça. J'ai commencé le soir même, genre 10 minutes plus tard. D'accord.
Mais pour avoir un peu plus de précision, après j'arrête, est-ce que tu te souviens de t'être dit j'ai envie d'arrêter de fumer ou il faut que j'arrête de fumer, j'ai pas le choix? Est-ce que tu te souviens de ce Je, qui a... je dirais tout court, j'arrête de fumer. Et en plus, je pense que j'avais vraiment la chance parce que je savais comment. Donc, j'ai entendu beaucoup d'histoires de succès grâce à cette méditation, ce séminaire de méditation ou auto-hypnotisation que j'ai fait. Et pour moi, ce n'était pas une question, ah, mais tiens, comment je vais faire? Est-ce que je vais compter tous les jours les cigarettes? Est-ce que je vais faire graduellement ou j'arrête comme ça? J'ai pas vraiment posé des questions. Je savais, j'étais consciente que j'avais un outil, j'ai quelque chose que j'ai déjà appris. J'ai lu beaucoup d'histoires de succès et je me suis dit, bon, je sais comment faire, je le fais. C'est ça, il n'y a pas de doute à ce moment-là. Il a suffi de l'état suffisamment inconfortable pour que la décision s'installe presque automatiquement parce que tu avais la confiance dans tes capacités à le faire, parce que tu avais découvert un outil et d'autres choses, bien sûr. Donc, cette confiance me semble... Merci, Tristan. Très bonne question également. Encore autre précision? Et j'ai aussi une question, Zofia, parce que je voudrais vraiment essayer et je voudrais comprendre comment est-ce que tu choisissais le moment pour méditer? Est-ce que c'était à heure fixe? Est-ce que c'est parce que tu le sentais? Quel était le déclencheur pour te dire maintenant je médite? Comme j'ai dit, je fais cette méditation quand je me réveille et quand je me couche, donc juste après, oui, en se réveillant et en s'endormant. C'était toujours les deux moments. Si c'était à 11 heures du soir, c'était à 11 heures du soir. Si c'était à 1 heure du matin, c'était à 1 heure du matin. C'était vraiment juste quand je vais au lit et quand je quitte le lit. Et pendant la journée, c'était tout simplement comme par exemple, si je me suis sentie un peu fatiguée et je me suis dit, ah, ce serait bien de, je sais pas, faire une petite sieste ou quelque chose, au lieu de faire une sieste, j'ai fait une méditation. D'accord. Ok, merci. Abdelhakim, micro. Tu disais à l'instant qu'on Tristan t'a posé la question par rapport au moment où papa n'avait pas... Désolée, je n'entends pas. Ça lag, on ne comprend rien, Abdelhakim, ça lag un peu. Vas-y, essaye. Là, j'ai la connexion qui n'est pas bien. Et bon, là, oui, je disais par rapport à la tristesse dont tu nous as parlé à Tristan, tu étais triste parce que tu es allé arrêter de fumer ou tu étais triste de ce que te racontait ton copain? Oui, c'est ça. Hein. Oui, j'étais triste parce qu'il était triste et sa tristesse m'a touchée. Ouais. Mais toi, ton ressenti par rapport à ta tristesse, c'était vis-à-vis de la cigarette, tu as ressenti quoi à ce moment-là? Mais c'était juste ça que alors j'arrête. Donc c'était tellement inconfortable ce sentiment de tristesse. Je voulais pas ça. Ce que je note aussi, c'est... Je réponds à la question, peut-être que je n'ai pas bien compris. Est-ce que ça répond à ta question? Non, c'est-à-dire, tu dis que tu étais triste, mais moi, je voulais savoir si tu étais triste parce qu'il t'avait parlé de tout ça, ou tu étais triste parce que tu allais arrêter quand même peut-être quelque chose dont lui était quand même le vecteur qui fasse que tu arrêtes et que peut-être tu n'avais pas encore envie d'arrêter. Ah non, je pense que si je n'avais pas envie, oui, je pense que si je n'avais pas encore envie d'arrêter, je n'aurais pas pu faire ça. Non, j'étais triste tout simplement parce que lui, il était triste et ça m'a rendu triste qu'il est triste. Et ça m'a vraiment poussée pour arrêter de fumer. Ajouter aussi que dans les deux cadeaux que tu as cités par rapport au parfum et au sac, j'ai trouvé qu'en plus de faire plaisir, ils étaient utiles
Et j'ai beaucoup aimé l'histoire de le parfum qui a permis de remplacer ou en tout cas de se substituer à l'odeur de la cigarette. Et l'autre, le sac, simplement l'espace pour le faire. Je ne sais pas si tu as choisi volontairement ou pas, mais je trouve que symboliquement, en termes de récompense, et pour faire le pont un peu avec ce qu'on avait fait au début de la saison par rapport au travail sur les habitudes, on avait fait deux ateliers sur les habitudes. Et j'ai beaucoup travaillé sur les habitudes aussi. Et on retrouve et bon, l'addiction avec Bernard Free aussi, etc., cette notion de casser une habitude, remplacer éventuellement par quelque chose d'autre, mais ça, on n'a pas eu manifestement, ça n'a pas été un besoin. Par contre, augmentation de la difficulté, de la friction pour se remettre à fumer, oublier ses cigarettes, ne pas avoir de sac assez grand, et aussi la récompense, qui est effectivement la récompense par rapport à l'habitude ou l'absence d'habitude, me paraît intéressant, parce que c'est vrai que en tant que PNListe, on est un peu, quelque part, enfin en tout cas moi, je dis, tiens, mais oui, elle a enlevé quelque chose, la nature, par le vide, ça a été remplacé par quoi, quelque part? Ça a été remplacé par quoi? Et ma réponse à ça, en tout cas de ce que j'ai entendu, c'est que ce n'est pas une question de remplacer comme si c'était un objet par un autre objet, c'est au niveau de l'identité que quelque chose s'est passé, et donc il n'y a rien à substituer. À partir du moment où ça se passe au niveau de l'identité, il n'y a rien à remplacer. C'est simplement quelqu'un d'autre quelque part pour être dans le schématique. Et ça me paraît, pour moi, en tout cas, ça me paraît déterminant avec la notion de confiance, la certitude, et plusieurs parmi vous l'ont dit, cette certitude d'arriver à le faire. Il n'y avait même pas de doute sur sa capacité de réussir. Or, rien ne le disait, mais cette croyance était suffisante pour permettre qu'au niveau identitaire, il y ait ce shift véritablement qui se fasse sans besoin remplacer par autre chose. Et le sport que Sophia a parlé n'est pas un substitut, c'est simplement quelque chose qui était rendu possible par le changement au niveau identitaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraissait... Je suis très sensible au vide, et donc je voulais être certain que c'était ça, mais ça me paraît pour moi clair. Autre chose à ajouter par rapport à... J'ai beaucoup aimé quelqu'un qui a dit la notion de croire sans savoir. Oui, mais en même temps... J'avais dit ça. Et après, c'est Stéphanie qui a une question. Il faut la laisser parler aussi. Ah, c'est Stéphanie, excuse-moi, mais comme la matrice a bougé, tu t'es retrouvé en haut de mon écran. Pas de souci, pas de souci. Je voulais juste demander à Sophia, déjà, merci pour ton partage, c'est vraiment passionnant. Moi, je voulais te demander, c'est quoi les éléments vraiment que tu visualisais pour rendre cette situation dans laquelle, où normalement tu fumes pas, donc quand tu attendais ton bus, par exemple, sans fumer, quel est l'élément déclencheur qui fait que tu ressentais vraiment ensuite un état intérieur positif? Est-ce que c'était sous forme de... Enfin, quel est l'élément principal qui faisait que tu avais un déclenchement de cet état intérieur au début négatif où tu te sens mal à l'aise de juste attendre le bus sans fumer à quelque chose de positif? Je suis désolée, je ne comprends pas bien la question. Je vais en renchérir un peu, Stéphanie. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle simplement, elle l'oubliait et c'est en rentrant dans le bus qu'elle se rendait compte qu'elle n'avait pas fumé et là, elle éprouvait un sentiment positif. Oui. Je n'ai pas entendu de substitution. Alors, je veux dire dans ta méditation. Ah, dans ta visualisation. Matin, oui. Dans ta visualisation, quand tu te visualises dans cette scène où tu attends ton bus et que en fait c'est ok pour toi de ne pas fumer, c'est quoi l'élément déclencheur? C'est quel changement ou quelle image qui te vient pour justement embellir cette situation où tu te retrouves sans cigarette et en fait tu es en paix avec ça? C'est quoi que tu fais dans ta visualisation pour le rendre agréable? Oui, mais c'est très clair. Oui, je comprends dans la question. En fait, c'est justement c'est très intéressant parce que Christian a parlé de remplacement. Au début, je ne pouvais pas imaginer cette situation sans remplacer le geste. Alors, si je ne vais pas fumer, qu'est-ce que je vais faire? J'avais aucune idée, vraiment. Et je me suis dit, mais quoi, mais que tout le monde d'autre, je serais sur mon GSM certainement ou quelque chose. Mais je me suis dit, mais non, mais c'est pas une solution que je suis tout le temps dans mon GSM à chaque fois où je voulais fumer. Et
Et pendant des jours, ça m'a pris vraiment des jours de savoir me voir dans cette situation sans rien faire, juste être dans les pensées, être dans le vide, regarder et tout ça, parce que c'était tellement difficile. C'était vraiment inimaginable pour moi que être là pendant 10 minutes ou même plus et sans rien faire. Je pouvais pas imaginer. Mais en fait, maintenant que je ne fume plus, je sais très bien ce que je fais quand le bus ne vient pas. Je commence à marcher. Mais ça, j'ai pas pensé à ça quand j'ai fait la méditation. Ça m'a pris du temps de pouvoir vraiment me voir, juste être là. Et tu as fait ce même genre, on pourrait dire problem solving ou imagination, anticipation, par rapport à la sortie au boulot avec les habitués de la petite cigarette de rue? Oui. Donc c'était juste une situation d'exemple, mais j'ai repris systématiquement dans les visualisations les situations où je fume d'habitude. Donc même les sorties avec les amis, que je sais pas, hydrage dehors et tout le monde sort pour fumer et moi, et si je reste seule à l'intérieur, oui, mais c'est pas grave, je peux le faire. Ou oui, bien sûr, au travail aussi, de ne pas sortir avec les autres et de rester à l'intérieur pour parler avec des personnes avec qui d'habitude je ne parle pas. Oui. J'ai imaginé plusieurs fois ces situations. Ouais. Ok, donc tu as quand même trouvé des choses positives au final dans ces situations. Finalement, ne pas aller fumer, c'est pas grave, je parlerai à d'autres personnes, je rencontrerai d'autres personnes. Oui. Ouais, ok, super. Encore une question, une précision, hein, par rapport à ça. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour. Le seul problème, et ça, je sais que c'est la frustration garantie, c'est qu'on n'a pas le temps matériel de construire quelque chose un peu plus construit, mais on le savait au départ. Et ce n'était pas l'intention de cette journée-ci. L'intention était simplement de nous tester dans notre processus d'écoute, de précision de questionnement. Je pense que on ne va pas aller plus loin par rapport au contenu. Ce que je vais peut-être demander, c'est un petit tour d'écran plutôt que de table sur votre feedback sur ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu, si c'est intéressant ou quoi que ce soit avant de clôturer, parce que j'aime bien d'être à peu près à l'heure. Il est 20h30, donc on y est. Mais quand même, je trouve que c'est important de faire un petit tour pour ceux ou celles qui ont envie de dire quelque chose. Et moi, je voudrais remercier l'opportunité d'être ici. J'espère que c'était utile pour vous. Pour moi, c'était très bien de me souvenir de tout ça parce que c'est un succès dont je suis très, très fière. Je suis très contente. J'ai déjà raconté plusieurs fois à des amis, dans la famille, etc. Mais ça me fait toujours plaisir d'en parler. Et justement, ici, comme je savais que j'allais en parler, je suis allée chercher mes notes et tout, et ça m'a fait vraiment plaisir de relire, pas uniquement ce succès, mais tout ce qui était autour, avant et après. Et c'était vraiment très, très motivant pour moi aussi de relire mes expériences. Super. Merci infiniment, Sophia, parce que c'était vraiment exactement comme tu le disais. Super. Quelqu'un? Allez-y, ne traînez pas trop parce que le temps passe. Sylvie, pardon, désolé. Sylvie, vas-y. Après, oui, alors, Gilbert. d'abord, merci Sophia pour ce témoignage. Et ce que je retiens quelque part, c'est le fait que souvent, quand on modélise, on a du mal à choisir le moment qu'on modélise. Est-ce que c'est le moment où on décide d'arrêter de fumer ou est-ce que c'est le moment où on met des choses en place? Et j'ai l'impression que par ces méditations, à chaque fois, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'était à nouveau une décision quelque part, d'arrêter de fumer, une énième décision qui du coup crée de plus en plus la croyance que ça allait se faire, et tout ça sans obligation, quoi. Il y avait ce délai de 30 jours qui permettait de se préparer. Donc voilà ce que je retiens. Merci. Gilbert? Oui, Sophia, donc si par exemple demain tu avais une amie qui fume depuis 15-20 ans, avec ton expérience, quelle pourrait être ta première phrase ou ton premier conseil que tu lui dirais?
Et, moi, je dis toujours la même chose, que c'est juste une décision. Après, chacun a sa manière d'arrêter. C'est pas la seule manière qui marche. Pour moi, c'est ça ce qui a fonctionné. Mais la plus importante, c'est trouver la bonne motivation et vraiment décider d'arrêter. Parce que c'est seulement comme ça que ça fonctionne. Ok. Oh, ok, merci. Céline, tu allais dire quelque chose. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Non, je me remémorais tout ce qui vient de se passer. Moi, je fais des liens avec mes séances, avec les accompagnements que je peux faire, et j'étais en train de me dire que la partie visualisation personnalisée et l'observation qu'elle a eue d'elle-même était quand même très, très importante. Et je me disais que je ne vais peut-être pas suffisamment dans la visualisation avec les personnes que j'accompagne, c'est tout. Voilà. Merci. Quelqu'un? Sylvie? Oui, merci. Alors, je voulais remercier toi d'abord, Christian, pour cette initiative, et puis Zofia pour ce partage extrêmement riche, et puis tous les autres pour les échanges. Et moi, je voulais retenir à peu près la même chose que Céline. Ce qui a été puissant dans ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai un peu partagé avec vous tout à l'heure, la ritualisation et puis la métaphore, cette histoire de carnaval pour lesquelles on n'a pas forcément eu plus de détails que ça, mais j'ai entendu qu'elle s'est construit vraiment tout un univers qui a été quelque chose d'extrêmement stimulant, vers lequel elle revenait comme si elle en avait ce besoin-là. Et donc, quelque part, elle a créé aussi peut-être autre chose, et c'est peut-être ça, et qui s'est arrêtée du coup au 31e jour ou au J1, parce qu'il n'y en avait plus besoin. Donc, quand tu parlais du vide tout à l'heure, moi, je suis quand même encore en questionnement par rapport à ça. Et je me demande si la puissance de la visualisation, elle l'a dit aussi pour l'arrêt de bus et tout ça, elle l'a fait à d'autres moments qu'au coucher, au lever. Voilà, il y a des moments où c'est revenu, à des moments où elle sentait que c'était peut-être dans des situations où elle avait l'habitude de le faire. Et là, hop, ça revenait. Donc, je me demande si le vide n'a pas été remplacé par ça. Je reste sceptique. En tout cas, en interrogation. Merci beaucoup pour ces partages. Stéphane, Valérie, un petit mot? Merci à vous deux. C'était génial. Merci. Ok. Eh bien, si Abdelhakim allait parler, non. Merci également, Christian, Zofia, tout le monde. C'était merveilleux. Eh bien, merci à vous. Merci infiniment, Sophia, d'être prête. Pardon, Sylvie. Et bravo, Zofia, pour ton niveau de français, parce que c'était merveilleux. Merci, merci Sophia. Merci beaucoup à tout le monde. Vous êtes prêtés au jeu. Merci infiniment, Sophia, pour l'exercice un peu particulier. Mais comme ça renforce tes ressources, on n'a aucun scrupule, en fait. Absolument aucun scrupule. Et on te remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes de participer. Et à une prochaine, on refera certainement avec autre chose, plus que probablement, en essayant de prendre un peu plus de temps, si ça se prête. Merci beaucoup, au revoir. Et au revoir. Merci. Ciao, ciao. Merci à tous. Bel été. Au revoir.